La chefferie des Kaziba dans les territoires de Walungu, province du Sud Kivu, est en proie à de violents affrontements depuis samedi 26 avril. Des tirs nourris ont poussé les habitants de Kaziba centre à fuir vers les montagnes où ils ont passé une nuit blanche dans la peur. L'offensive de l'AFC M23 vise à déloger les combattants Wazalendo afin de sécuriser un axe au haut plateau de Minembwe où sont cantonnés ses alliés Twirwaneho, Android et Gumino. Simultanément, l'AFC M23 renforce ses troupes en hommes et munitions dans les territoires de Kabare et Kalehe. Deux témoins ont rapporté avoir vu ce dimanche 27 avril 5 camions chargés de militaires débarqués dans la localité de Tchofi et Kasheke. Certains auraient même emprunté les lacs Kivu à bord des canaux rapides en provenance du Rwanda selon des sources locales. Les combats à Kaziba ont débuté samedi 27 avril vers 17h lorsque l'AFC M23 a lancé un assaut sur le chef-lieu de la chefferie depuis les collines en face. Les combattants Wazalendo soutenus par les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté, déclenchant des échanges de tirs intenses qui ont plongé la population dans l'angoisse. Les habitants qui ont pu s'échapper de leur maison ont fui vers les montagnes qui échappent aux balles. La situation est redevenue relativement calme ce dimanche matin, mais l'ambition des rebelles du M23 AFC reste de s'emparer des Kaziba pour établir une ligne de communication directe avec le groupe Twirwaneho, Gumino, Android coincés dans les hauts plateaux de Minembwe, après avoir prêté allégeance au M23 soutenu par le Rwanda. En dehors de Kaziba, l'AFC M23 a intensifié ses opérations militaires dans les territoires de Kabare et Kalehe. Des camions chargés de soldats en uniforme M23 ont été observés à Tchofi et Kasheke. D'autres combats violents ont opposé les rebelles au Wazalendo à Nirambi Katana samedi. Des sources locales rapportent que les rebelles ont été repoussés des montagnes de Kabushwa et Kachungu et se sont dirigés vers l'aéroport de Kavumu avant de revenir en force sur les champs de bataille ce dimanche. Malgré les engagements pris à Doha et à Washington, les affrontements se poursuivent dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, fragilisant les efforts diplomatiques en cours. Il y a 5 jours, le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23, sous la médiation du Qatar, ont signé une déclaration conjointe visant à travailler à la conclusion d'une trêve et à un cessez-le-feu effectif. 2 jours plus tard, la RDC et le Rwanda ont signé à Washington une déclaration de principe reconnaissant mutuellement leur souveraineté et s'engageant à ne plus soutenir les groupes armés. Cependant, la réalité sur le terrain reste bien différente. Au Sud Kivu, les rebelles de l'AFC M23 ont pris dimanche le contrôle du centre de Kaziba, dans le territoire de Walungu, après une offensive lancée la veille contre le Wazalendo et les forces armées de la RDC et FARDC. Cette avancée leur ouvre l'accès au haut plateau de Minembwe, où leurs alliés Twirwaneho, Gumino et Android étaient bloqués. De violents combats ont également éclaté samedi à Irambi Katana entre le Wazalendo et l'AFC M23. Les rebelles renforcent en parallèle leur position dans le territoire des Kabare et des Kalehe. Au nord Kivu, les rebelles se sont retirés de leur position avancée de Kibati dans le Walikale. En revanche, dans le Massissi, de violents combats les ont opposés vendredi aux combattants de l'APCLS sur plusieurs axes du secteur Osso-Banyungu. Le manque de confiance et la méfiance entre les deux camps, d'une part, et l'absence d'un mécanisme de surveillance et du cessez-le-feu et d'une force d'interposition risquent de compromettre les efforts diplomatiques en cours. Selon certaines sources, la situation reste extrêmement volatile et la reprise des hostilités pourrait rapidement remettre en cause les accords récemment signés. La paix, la cohésion sociale et le développement, voilà l'objectif de l'administration militaire d'Idituri qui commence déjà à porter ses fruits à travers la province. De Mambasa à Aru,
à passant par Djougou, jadis épicentre de l'insécurité, une accalmie sécuritaire sans précédent s'observe depuis un certain temps grâce aux efforts de paix déployés par l'administration militaire. Par conséquent, la vie a repris normalement dans les coins et recoins du territoire de Djougou. Ça fait 7 mois dans la commune rurale de Mungwalu, on n'a pas enregistré de cas de désordre. Donc, nous vous confirmons que la situation est calme, mais sauf qu'il y a un petit déplacement de la population et nous comptons nous-mêmes descendre la semaine prochaine à Fataki pour faire un dialogue entre la communauté Ema et la communauté Lendou afin que la population puisse revenir. Du côté de Mambasa, le plus grand territoire de l'Ituri riche en faune et flore, les menaces sécuritaires ont sensiblement baissé. Une prouesse dans l'actif de l'administration militaire. Nous venons d'observer au jour d'aujourd'hui près de 7 mois sans qu'il n'y ait des situations telles que ça puisse mettre en cause la quiétude de la population. Ça fait un bon bout de temps. En territoire d'Arou, le développement continue son bon nombre de chemins dans un climat de paix. L'administrateur policier de ces territoires, modèle de la province de l'Ituri, recommande à d'autres de faire taire les armes qui ne profitent à rien. D'abord, à Arou, nous n'avons pas de groupes armés. C'est un fait très très marquant du côté de la sécurité. S'ils se mettent à développer Djougou, aucun autre territoire ne peut atteindre le développement qui peut être à Djougou. Parce que d'abord, que ce soit la terre, les sous-sols et les sols, c'est extrêmement riche. Résolument engagé sur tous les fronts à travers l'approche non militaire et militaire, l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, commandant des opérations, a enregistré plusieurs avancées sécuritaires, socio-économiques et du développement depuis l'avènement de l'état de siège dans cette partie du pays. Ces mérites reviennent à la population iturienne et à son président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce mardi 29 avril, des combats d'une rare intensité ont éclaté dans plusieurs localités du Sud Kivu, plongeant la région dans la peur et la panique. Les territoires de Walungu, Kabare et Kalehe sont les plus touchés par ces affrontements qui opposent les rebelles de l'AFC M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo et au groupe Wazalendo. Dans la chefferie de Kaziba, territoire de Walungu, les détonations d'armes lourdes et légères retentissent depuis l'aube. Les rebelles, arrivés de Nyangezi via Mouchenyi ce week-end, ont attaqué les positions des forces gouvernementales. La vie socio-économique est totalement paralysée, les écoles, les commerces et les activités agricoles sont à l'arrêt. La population terrorisée s'est réfugiée chez elle ou a fui dans la brousse pour échapper aux violences. Les combats se sont également propagés au territoire des Kabare et Kalehe. Les localités de Kabamba, Kacheke et les hauts plateaux de Kalehe sont la cible de tirs d'armes lourdes et automatiques. La situation humanitaire se dégrade rapidement, les dégâts collatéraux sont importants et les témoignages font état de bombardements indiscriminés dans des zones habitées. Les bilans précis des victimes ne sont pas encore disponibles, mais les dégâts matériels sont considérables. L'AFC M23, qui semble avoir renforcé ses effectifs et son arsenal, progresse vers Minembwe dans les hauts plateaux de Fizi et vers Luahinja, siège de la société aurifère Twagiza Mining. Dans le nord de la province, des violents combats ont également éclaté à Bouchakou, où l'AFC M23 affronte la coalition Wazalendo. Ces affrontements suscitent une vive inquiétude au sein de la population. Les habitants, déjà fragilisés par des années de conflits, sont confrontés à la faim, à la peur et à l'incertitude quant à leur avenir. L'appel à la paix et à la cessation des hostilités est plus que jamais nécessaire pour mettre fin à des spirales de violence qui dévastent la province du Sud Kivu. Une bonne nouvelle vient d'être annoncée pour les élèves finalistes des provinces du Nord et Sud Kivu en proie à l'insécurité. La première ministre, Judith Suminwa, a confirmé que le gouvernement prend en charge les frais de participation aux examens d'État 2025 pour tous les élèves de ces deux provinces.
Cette décision, prise en réponse à une lettre de la députée nationale Adèle Bazizane, vise à alléger la vie des populations touchées par la guerre et la crise économique engendrée par l'occupation de l'AFC M23. Selon des sources à la primature, cette prise en charge concerne toutes les provinces éducationnelles du Nord Kivu et Sud Kivu, y compris les zones sous occupation, sans aucune condition. Dans sa lettre adressée à la première ministre le 15 avril, Adèle Bazizane avait alerté sur la situation socio-économique déplorable du Nord et du Sud Kivu, soulignant l'incapacité des populations à payer les frais d'examen. Elle avait notamment insisté sur la nécessité d'une assistance particulière pour ces populations malgré leur résilience face aux difficultés. Cette décision du gouvernement est un signe d'espoir pour les élèves du Nord et Sud Kivu, leur permettant de poursuivre leurs études et de se construire un avenir meilleur. La situation sécuritaire dans le groupement d'Ikobo, territoire de Walikale, reste tendue. Les localités de Roussamambu, contrôlées par les Wazalendo, et de Bouleusa, occupées par les rebelles de l'AFC M23, connaissent un exode massif de la population. Des sources locales rapportent que les patrouilles régulières de Wazalendo vers Bouleusa et celles de l'AFC M23 vers Roussamambu sont à l'origine d'enfoncements récurrents entre les deux groupes armés. Ces enfoncements plongent la population dans une psychose totale, la poussant à fuir pour se mettre à l'abri. La majorité des habitants se dirigent vers les territoires de Lubero, tandis que d'autres cherchent refuge dans le groupement d'Oussala, au nord du secteur de Wanyanga. Seules quelques familles restent sur place, espérant une amélioration de la situation suite à la signature des accords de paix. Cependant, la situation actuelle persiste, les deux localités risquent de se vider complètement de leurs habitants. La peur et l'incertitude règnent, laissant la population dans une situation précaire et désespérée. Ils sont à peine majeurs, armés de fusils d'assaut et déterminés à défendre leur village face au M23. Dans cette vallée, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Butembo, ces jeunes miliciens Wazalendo combattent comme ils peuvent aux côtés de l'armée congolaise pour stopper l'avancée des rebelles, qui occupent déjà une grande partie du Nord Kivu. Pourtant, les récentes négociations de paix entre Kinshasa et Kigali les laissent sceptiques. Selon eux, un éventuel accord pourrait pousser à un brassage des rebelles avec les forces loyalistes et fragiliser ainsi la sécurité nationale. Notre armée est fragile parce que, à travers ces dialogues, le résultat du dialogue est que le M23 va céder les armes et ils vont intégrer l'armée congolaise pour nous insécuriser dans nos zones parce qu'ils sont contre nous, les Afars du Kivu, les Afars de l'Oriental. Ce que nous vivons aujourd'hui à Beni avec les familles Adiev, c'est la suite de ce dialogue. Ce que nous vivons, si aujourd'hui l'État congolais semble ne pas exister. Même son de cloche dans les grandes villes toutes proches. À Beni, plusieurs mouvements citoyens considèrent que ces discussions n'apportent pas de solution pérenne. Parmi eux, l'organisation Lucha, qui milite pour que les auteurs de crimes de guerre soient traduits en justice pour décourager la rébellion. Ça sera toujours une bombe à retardement. Ils reviendront encore un autre jour, comme c'est dans leur habitude. La solution à l'insécurité dans l'est de la RDC, c'est de faire d'abord la réforme de l'armée congolaise. Le parti présidentiel espère, lui, que le dialogue permettra de retrouver une paix durable. Dès lors que le Rwanda va totalement retirer ses troupes de la République du Congo, je vous assure, monsieur le journaliste, que tout ce qui se passe là, l'ennemi n'aura plus de force pour continuer avec cette guerre. Nous sommes confiants dans ce processus-là parce que, avec cette grande diplomatie, avec cet appui maintenant de la République du Congo, avec cet isolement du Rwanda, nous sommes convaincus que la justice sera faite. Malgré les négociations facilitées par le Qatar et les États-Unis, les affrontements continuent dans plusieurs provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. La MONUSCO, à travers ses casques bleus brésiliens, a lancé le 21 avril dernier la deuxième vague de formation au combat dans la jungle pour les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC.
Ces programmes intensifs, qui combinent théorie et pratique, visent à renforcer les capacités des FARDC afin d'améliorer leur efficacité dans la lutte contre les rebelles de l'EDF qui opèrent dans les forêts du Grand Nord Kivu. Les modules des tirs de combat et des navigations terrestres à milieu jungle ont déjà été suivis avec succès par 94 soldats congolais. La formation se terminera le 9 mai prochain. Cette initiative s'inscrit dans les cadres des efforts de paix et de stabilité déployés dans l'Est de la RDC. La MONUSCO espère que cette formation contribuera à améliorer la sécurité dans la région et à mettre fin à la violence qui sévit depuis des années. Ce vendredi 2 mai 2025, un moment décisif est attendu à Washington. La République démocratique du Congo et le Rwanda doivent soumettre un avant-projet d'accord de paix. Cet événement marque une étape importante dans le processus de résolution du conflit qui oppose les deux pays, une semaine après la signature d'une déclaration de principes par leur ministre des Affaires étrangères en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il ne s'agit pour l'instant que d'un brio initial qui sera examiné par des experts congolais, rwandais et américains. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la déclaration des principes et aborde les points clés convenus: la souveraineté territoriale, la lutte contre les groupes armés, le commerce des minerais, la question des réfugiés, la coopération régionale et les rôles des forces internationales, notamment la MONUSCO. Bien que les ministres des Affaires étrangères ne soient pas présents à Washington pour cette étape, les discussions se poursuivent activement. Les amendements, contre-propositions et compromis sont échangés à distance et aucune signature n'est prévue pour les 2 mai. Une réunion des ministres des Affaires étrangères est programmée vers la 3e semaine de mai à Washington pour finaliser un texte consolidé. La signature officielle de l'accord de paix est prévue en juin à Washington en présence des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ainsi que du président Donald Trump. D'autres chefs d'État africains pourraient également être présents. En parallèle, des discussions se poursuivent également à Doha entre Kinshasa et l'AFC M23 ainsi qu'entre Kinshasa et Kigali. Ces développements interviennent après une série d'initiatives diplomatiques menées sur différents fronts. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a effectué une mission de 5 jours en Afrique des Grands Lacs, sans toutefois se rendre à Kigali, les relations entre la Belgique et le Rwanda étant rompues. Bruxelles affirme son soutien aux efforts en cours, tout en appelant à intégrer pleinement les dynamiques congolaises, notamment les dialogues nationaux proposés par les églises. Tiffany Sadler, envoyé spécial du Royaume-Uni pour la région, a également effectué un déplacement cette semaine, affirmant vouloir renforcer l'appui britannique à cette dynamique avec un objectif: la stabilité et la prospérité. C'est à bord de l'avion de l'entreprise Mogabaon que le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni et sa suite ont rejoint la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce jeudi autour de 16h30. Accueillis par la crème militaire de l'Ituri, la notabilité locale et les habitants, les commandants d'opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni est resté sur ses convictions, celles de développer et pacifier l'Ituri. 2 ans que je ne suis pas rentré à Kinshasa. Je suis rentré faire rapport à son excellence, monsieur le président de la République, le commandant suprême, vraiment d'ailleurs qui tient et qui a beaucoup tenu à ce que je salue et que je félicite tous les enfants de l'Ituri. Vraiment, il est fier de vous, il est fier de tout le monde pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous vous imaginez aujourd'hui avec cette insécurité qu'il y a, l'Ituri a résisté et l'Ituri continue à résister à cause
de sa population. Donc il a vraiment tenu à vous remercier. Je l'ai vu à plusieurs reprises parce qu'il voulait vraiment se rendre compte et savoir aussi qu'est-ce qu'il faut faire encore pour l'Ituri. Les retours du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a réjoui énormément ses compatriotes, témoins de ses actions. Il y a ceux qui ont beaucoup parlé que papa est parti pour dire bon, il ne reviendra plus. Alors, il est revenu. Quel sera votre sort? Parce que vous aviez dit qu'il a fui, même avec ses chiens. Il est parti juste pour un congé de 2 semaines. Le bienfait n'a jamais perdu. On dit souvent que le bienfait n'est jamais perdu. Il faut qu'on reconnaisse aussi ce bienfait. C'est pourquoi nous, les mamans du marché central, sommes venus accueillir notre papa. Vraiment, nous remercions Dieu parce que les gens ont beaucoup parlé. Ils ont dit qu'il est parti pour ne plus revenir. Mais nous, populations, sommes reconnaissantes pour toutes ces réalisations ici à Ituri, plus précisément à Bunia. Ces retours du lieutenant-général Luboya Nkashama Djoni à Ituri a redonné encore espoir aux Ituriens qui témoignent au quotidien les efforts de cet officier général qui imprime à l'esprit et à la lettre la vision du président de la République et commandant suprême des FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après plus de 3 mois de déplacements forcés suite à l'offensive des rebelles de l'AFC M23, les habitants de Pinga, à cheval entre les territoires de Walikale et Massissi, regagnent progressivement leur site. Mais leur retour est loin d'être un soulagement. Ils se heurtent à un nouveau défi, le paiement mensuel d'un jeton de sécurité imposé par les mouvements politico-militaires NDC rénovés. Payer pour espérer vivre en sécurité. C'est le sentiment d'amertume qui domine chez les retournés. Nous venons juste de rentrer, nous n'avons rien. Pourquoi nous faire souffrir doublement après tout ce que nous venons de traverser? S'interroge un habitant de Pinga, visiblement exaspéré. Pourquoi ne pas attendre que la situation se normalise pour reprendre la vente de leurs jetons? Ce comportement des miliciens du NDC rénové risque de décourager d'autres habitants encore en brousse de rejoindre la cité. Des sources coutumières locales confirment que certains retournés préfèrent de retourner en forêt pour échapper à ces tracasseries. Contacté par Actualité.cd, le porte-parole du NDC rénové, Marcel Chekungu, rejette catégoriquement ces accusations. Il les qualifie d'intentions malveillantes visant à tenir l'image du mouvement armé. Ce nouveau problème vient s'ajouter à la liste des difficultés que rencontrent les habitants de Pinga. La cité est en ruine, les infrastructures détruites et les ressources rares. Le retour à la vie normale s'annonce long et difficile. La situation à Pinga illustre la complexité du conflit dans l'est de la RDC. Alors que les combats entre l'armée et les rebelles de l'AFC M23 semblent s'apaiser, d'autres groupes armés continuent de terroriser la population. Deux tirs nourris ont réveillé la ville d'Ouvira ce jeudi matin. Les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs ennemis, les Wazalendo, se sont de nouveau affrontés dans 2 quartiers de la ville, plongeant la population dans la peur. Les combats ont débuté aux alentours de 5 heures du matin à Kasenga, avant de s'étendre aux collines surplombant la ville. Des témoins rapportent avoir entendu des tirs d'armes lourdes et des explosions. La fumée noire s'élevait dans le ciel au-dessus de la ville d'Ouvira. Kiza Tiniko, président des jeunes d'Ouvira, témoigne. C'était comme une scène de guerre. On entendait des balles siffler, les explosions résonnaient dans le riz. La peur était palpable. Ces affrontements ont provoqué la panique parmi les habitants. De nombreux civils ont fui leurs maisons pour se réfugier dans des endroits plus sûrs. Les écoles et les commerces ont été fermés. La ville d'Ouvira, déjà meurtrie par 2 années de conflits, est une nouvelle fois plongée dans le chaos. Ces combats sont liés au contrôle de certaines positions stratégiques dans la ville et ses environs. Les tensions entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo sont vives depuis plusieurs mois. La prise de Bukavu par l'AFC M23 en février dernier
a accentué les tensions dans la région. Le calme est revenu dans le centre-ville d'Uvira en fin de matinée, mais les combats se poursuivent dans les collines. La population est inquiète pour l'avenir. La ville d'Uvira, symbole de l'instabilité dans l'est de la RDC, est une fois de plus au cœur d'un conflit qui ne semble pas prêt de prendre fin. Le premier groupe de militaires qui était sous la protection de la MONUSCO dans leur base à Goma, dans le Nord Kivu, pendant 3 mois, est arrivé à Kinshasa. Ces vaillants soldats ont été accueillis à l'aéroport international de Njili par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, ainsi que du chef d'état-major général, Jules Banza. Prenant la parole, la chef de l'exécutif national a salué l'implication du comité international de la Croix-Rouge qui s'est porté volontaire dans l'évacuation des militaires en provenance des zones en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Judith Suminwa, qui les a également félicités pour avoir résisté face aux hostilités, les a rassurés du soutien tous azimuts du gouvernement central pour assurer leur prise en charge complète. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a donné des instructions claires et nettes pour que tout se passe dans les normes requises. Ces éléments des FARDC désarmés ont bénéficié de la protection de la MONUSCO à la suite des combats entre les terroristes de l'AFC M23 et les forces loyalistes. Arrivés à Kinshasa, ces vaillants combattants ont été identifiés par l'équipe de la CICR à bord de l'avion. Après repas et échanges, ils seront par la suite conduits par avion à Kitona, dans la province du Congo central, lieu de leur hébergement. Il sied de noter que cette opération a été initiée depuis le début du mois de mars 2025. La société Starlink DRC SA, filiale congolaise de l'opérateur satellitaire américain SpaceX, vient d'obtenir une licence des réseaux et des services de télécommunications en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, RPTC, dans un communiqué publié ce week-end. Cette décision marque un revirement de situation après un bras de fer avec les régulateurs congolais. En mars dernier, l'ARPTC avait déclaré que Starlink n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires pour opérer en RDC. L'entreprise est désormais autorisée à fournir un accès à Internet haut débit sur les territoires congolais et prévoit de lancer ses services dans les prochains jours. L'arrivée de Starlink en RDC est une avancée majeure pour l'accès à Internet dans un pays où les infrastructures de télécommunications sont souvent limitées. L'entreprise américaine, qui exploite la plus grande constellation des satellites au monde, avec plus de 6750 engins en orbite, est reconnue pour fournir une connexion Internet à faible latence, même dans les zones rurales et enclavées. L'arrivée officielle des Starlink en RDC intervient dans un contexte de rapprochement diplomatique entre Kinshasa et Washington. Plusieurs projets stratégiques sont en cours de développement entre les deux pays, notamment dans les domaines des infrastructures et de l'énergie. L'obtention de cette licence ouvre la voie à un développement prometteur de Starlink en RDC. L'entreprise pourrait jouer un rôle crucial dans l'amélioration de l'accès à Internet dans le pays, favorisant ainsi le développement économique et social.